Le président de la République est arrivé à Ouagadougou, la capitale du Faso. Le chef de l'État va participer à la célébration des 20 ans de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le ministre des Ressources animales et halieutiques était à Palerme, en Sicile et en France, pour encourager les investisseurs à choisir la destination Côte d'Ivoire. En politique, l'appel de Daoukro du président Henri Konan Bédié est relayé dans tout le pays. Le vice-président du PDCI, Aka Ouele, et le gouverneur du district d'Abidjan sensibilisent les populations. Le virus Ebola continue de faire des victimes. Devant ce péril, des experts américains et de l'UNICEF mettent l'accent sur la formation des populations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Ouagadougou ce dimanche à midi dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Une commémoration autour du thème UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire. Pour le chef de l'État, l'UEMOA est un modèle d'intégration. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Ouattouré. L'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre ses 20 ans ce lundi 20 octobre à Ouagadougou. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé en fin de matinée ce dimanche 19 octobre dans la capitale du Faso pour prendre part à cette célébration. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue burkinabé Blaise Compaoré avant de se prêter aux cérémonies protocolaires. Également à l'accueil, la commission de l'UEMOA, conduite par son président, Cheikh Agibou Soumaré. Les ambassadeurs accrédités au Burkina Faso et la communauté ivoirienne du Faso. Le chef de l'État s'est dit heureux de participer au 20e anniversaire de l'UEMOA. Anniversaire qui, selon le président burkinabé, Blaise Compaoré, évoque des souvenirs. 20 ans, c'est pour nous le souvenir aussi de la dévaluation. Car il faut se souvenir que c'est en même temps que l'acte de dévaluation a été posé, que cette union avait été créée, justement parce qu'il n'était plus dans l'intérêt de nos États d'avoir une monnaie commune sans une intégration économique forte. Car seule une économie forte peut soutenir une monnaie. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part indiqué que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est un modèle d'intégration. C'est un modèle d'intégration et nous considérons que ça a été un pas important il y a 20 ans de passer de l'Union monétaire simplement à l'Union économique et monétaire. Et pour nous pensons qu'il faut maintenant commencer à réfléchir à aller plus loin, puisque les États ont fait des progrès importants en ce qui concerne l'adoption des réglementations communes par rapport aux questions économiques. Et bien évidemment, il y a encore un certain nombre de points sur lesquels nous devons travailler, mais l'objectif doit être d'élargir notre union et aussi d'aller plus loin en ce qui concerne l'intégration. Ceci est important pour la sous-région. Notre union, près de 110 millions d'habitants, c'est bon, mais ce n'est pas assez, à mon sens. Et maintenant, dans le monde, ce sont les grands ensembles qui ont de l'influence. Et notre vœu serait que, donc, avec cette commémoration, nous puissions tourner effectivement une nouvelle page pour aller encore plus loin dans l'intégration de notre union. Créée en 1994, l'UEMOA regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest ayant en partage le franc CFA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le président de la République va regagner Abidjan demain. Le Premier ministre est rentré hier des États-Unis où il a participé aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Daniel Kablan-Duncan a également rencontré des partenaires au développement. À son arrivée, le chef du gouvernement a fait le point de son séjour américain. Le président de la République nous avait donné l'instruction de décorer l'ambassadeur André Young
comme commandeur de l'ordre national pour avoir participé, disons, à la mise en place de l'Université internationale de Grand Bassam. Je voulais d'ailleurs dire que l'ambassadeur André Young a décidé, en reconnaissance à ces décorations, d'envoyer, disons qu'en Côte d'Ivoire, ça s'appelle là-bas les duck weeds, ce sont des algues spéciales qu'on met donc sur l'eau et sur la lagune pour permettre donc, disons qu'à la fois de produire de l'éthanol, mais aussi de produire des engrais et aussi donc de nourrir aussi les poissons. Je pense que d'ici la fin de l'année, son équipe viendra ici, compte tenu de la qualité de relation qu'il a avec la Côte d'Ivoire, pour pousser ce dossier. Nous avons assisté à la mise en place de la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam, qui doit viser donc à donner des bourses, disons, aux étudiants les plus pauvres. Nous avons rencontré le Fonds monétaire international. Là aussi, les choses sont bien passées. Et le Fonds va augmenter ses concours à la Côte d'Ivoire, conformément donc aux institutions du président de la République. On a rencontré le secteur pétrolier, qui est très intéressé par la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu les grands groupes comme Exxon, qui est une société qui a à peu près 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça fait quoi, autour de 200 000 milliards de francs CFA. Vous voyez, c'est une des plus grosses sociétés dans le monde. Hein. Et elle viendra. On a signé un MOU, c'est-à-dire un préaccord. Et ils viendront ici dans une semaine. Et je pense qu'au mois de novembre, disons qu'à marge d'un séminaire que le ministre organise à Yamoussoukro, il va y avoir la signature de l'accord définitif à ce niveau. Il y a un groupe norvégien, AGR, qui est intéressé. Il y a d'autres groupes, Anadarko, les groupes comme, disons que Halliburton, qui apporte l'appui technique à tous les grands pétroliers. En fait, le secteur pétrolier ivoirien va repartir très très fort parce qu'il y a un intérêt très très fort. Et le dernier groupe, juste avant qu'on ne parte, c'est le groupe Tullow, disons qui aussi a des champs pétroliers ici qui vont développer ces éléments-là. De manière globale, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un intérêt très très fort pour la Côte d'Ivoire et que le président a eu raison d'insister que cette mission donc se fasse. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani, était récemment en Italie. Il a pris part à Palerme, en Sicile, à la 3e édition du Blue Sea Land, le rendez-vous de la promotion de l'économie bleue, où il a exhorté les participants à investir en Côte d'Ivoire. À Paris, où il s'est rendu par la suite, le ministre Adjumani a rencontré des industriels du thon. Le point avec Hugues Hervé-Blé. Dans la délégation accompagnant le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani, des experts et des opérateurs économiques. Avec l'ensemble des participants à la 3e édition du Blue Sea Land, en Sicile, ils se sont inquiétés au cours des séminaires, débats et expositions de la pollution des eaux, de la superpêche et de la pêche illicite ou non réglementée. Tous ont plaidé pour la protection et la restauration de la biodiversité, pour des mers et des océans sains, soulignant qu'ils sont l'avenir de l'humanité. Participaient au Blue Sea Land les filières de l'agroalimentaire de la Sicile, des pays de la Méditerranée, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Ils ont tous été conviés par le ministre des Ressources animales et halieutiques à venir investir en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus avec des opérateurs économiques qui œuvrent inlassablement pour le développement de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que les autorités siciliennes qui sont dans le secteur des ressources halieutiques s'intéressent donc à la Côte d'Ivoire, qui est une opportunité nouvelle. Désormais, les investisseurs sont bien accueillis avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Désormais, il n'y a plus aucune difficulté pour accéder au marché ivoirien. Après Palerme en Italie, cap sur Paris. Sur l'agenda du ministre Kobena Kwasi Adjumani dans la capitale française, une rencontre avec les industriels du thon. Ont été abordés ici le développement de l'industrie du thon en Côte d'Ivoire et l'apurement de la dette ivoirienne à destination des industriels du thon. Les hôtes du ministre ont été rassurés sur l'engagement continu du gouvernement ivoirien qui est soucieux d'apporter des réponses adéquates à leurs différentes préoccupations. L'appel de Daoukro, toujours au centre de l'actualité politique, la délégation départementale du PDCI RDA d'Aboissou a tenu un meeting d'information et d'explication de cet appel. Pour le vice-président du PDCI RDA, Aka Ouaoulé, cet appel historique du président Bédié vise un objectif primordial, préserver et consolider les acquis de la paix et de l'union, gage d'un développement harmonieux, dont les retombées sont inclusives. Ce message a eu un écho favorable
auprès des militants et sympathisants du PDCI-RDA. C'est ce que nous dit Sidonie Davila dans ce reportage. L'appel d'Henri Konan Bédié à Daoukro a retenti à Aboissou. Aka Ouele, vice-président du PDCI en mission d'information et d'explication, s'est appesanti sur le mobile d'un tel appel, celui de préserver l'union et la paix. Pour construire la paix et la sécurité, puisque c'est les conditions indispensables pour aller au développement, le président Bédié souhaite que nous demeurons toujours dans l'esprit oufouetiste, c'est-à-dire dans le RHDP. En 3 ans, cela a fait ses preuves. Je dirais même depuis 2005, depuis que cet ensemble a été constitué, on voit très bien ce que cela apporte à la Côte d'Ivoire. Mamadou Kano, élu RDR, Rassemblement des Républicains d'Aboissou, trouve en cet appel la victoire de la raison sur celle de la passion. Cette victoire, un motif pour lui d'accompagner le PDCI dans sa mission de sensibilisation. Après Ofo Moïse qui était un homme de paix, nous avons aujourd'hui Henri Konan Bédié qui est un homme de paix et qui sait ce qu'il veut pour le pays et ce qu'il veut pour la population ivoirienne. Donc cet appel est un appel vraiment de sagesse. Nous allons vulgariser cet appel-là au niveau de toute la région du Sud Komoué. Les militants du PDCI de Grand Bassam, Tiapoum et maintenant ceux d'Aboissou se disent prêts à concrétiser l'appel de Daoukro en 2015 afin que d'autres chantiers du président Alassane Ouattara se réalisent. L'appel à l'union du président du PDCI-RDA le 17 septembre dernier à Daoukro, encore au centre de la tournée d'explication du gouverneur du district d'Abidjan. Hier samedi, le gouverneur du district d'Abidjan s'est rendu au siège de la délégation communale PDCI de Yopougon. Begré Mambé a appelé les militants et sympathisants à soutenir le président Alassane Ouattara en 2015. Konaté Moussa, Serge Koléa. L'appel de Daoukro expliqué aux militants du PDCI-RDA de Yopougon par Robert Begré-Mambé, le gouverneur du district d'Abidjan, a montré les enjeux de cet appel qui traduit la vision du président Henri Konan Bédié, à savoir assurer une paix définitive pour le développement de la Côte d'Ivoire. Cet homme qui a l'amour profond pour les Ivoiriens qui a dit « Si, pour des élections, les Ivoiriens doivent mourir, je préfère que nous ayons des élections calmes, paisibles, avec l'assurance que nous aurons la victoire. » Voici pourquoi il a fait l'appel de Daoukro. S'unir pour offrir un second mandat au président de la République Alassane Ouattara à la future présidentielle. Le message a été bien perçu par les militants. L'appel de Daoukro est un message divin. Rassembler définitivement les enfants de Félix Houphouët-Boigny, consolider la paix retrouvée et garantir la stabilité du pays afin de rassurer les investisseurs du monde entier. Nous, militants et militantes du PDCI de Yopougon, réaffirmons notre ferme soutien à la candidature unique du RHDP. Demandons à tout le parti de rester mobilisé pour la victoire de la vision du président Henri Konan Bédié. Le gouverneur Robert Begré-Mambé a fait un exposé sur les projets réalisés par le président Alassane Ouattara, notamment la réhabilitation des universités, la construction de nouvelles routes et de nombreuses infrastructures de développement. Hommage à Jenny Kobenan-Georges, fondateur du Rassemblement des Républicains, qui a été arraché à l'affection des siens le 19 octobre 1998, 16 ans après sa disparition. Sa famille politique se souvient, une cérémonie de prière a été organisée en sa mémoire, témoin de la manifestation à Boussanogo. Souvenir, recueillement, intersection et prière ce dimanche matin au cimetière municipal de Williamsville. Ici, repose depuis le 19 octobre 1998 Jenny Kobenan-Georges, fondateur et ancien secrétaire général du Rassemblement des Républicains. En ce jour anniversaire de sa disparition, son épouse et ses 3 enfants, ainsi que les membres de sa famille politique, le RDR, se sont inclinés sur sa tombe. Tous ont prié dans le caveau et y ont déposé une gerbe de fleurs. Ils étaient côte à côte, les enfants du défunt, Franck, Patricia, Isabelle et leur mère Jacqueline. Avec eux, Gilbert Kafana Kone, Jeanne Pémon, Konaté Sidiki et Mafirima Diarasouba qui ont rendu un hommage à l'illustre disparu. Aujourd'hui, chaque Ivoirien sait que Jenny avait raison
Il a eu raison trop tôt. Le RDR ne l'oubliera jamais. Il était fondamental pour nous de venir nous recueillir sur la tombe du fondateur du RDR et donc nous joindre à toute la famille républicaine pour souhaiter que le Seigneur l'accueille dans son royaume. L'hommage a été rendu, l'hommage sera rendu. Paix sur lui, paix sur sa famille et sur l'ensemble des combattants. 16 ans après sa disparition, sa famille s'en souvient. Le temps a passé, mais son souvenir nous reste toujours vivace dans notre cœur. 16 ans déjà, c'est comme s'il était parti hier seulement. Papa, on ne t'oubliera jamais. Après le cimetière municipal de Williamsville, la délégation du RDA a mis le cap sur l'église Saint-Jean de Cocody pour une messe d'action de grâce. Pour la commémoration du 16e anniversaire de la disparition de Jenny Kobena, d'autres cérémonies d'hommage sont prévues pour se tenir dans les communes du district d'Abidjan. 13 années de recherche pour reconstituer l'histoire du peuple du Samvi. Couronné par une thèse de doctorat intitulée « Le Samvi, un royaume à Caen, 1701-1901 ». Thèse soutenue à la Sorbonne avec la mention honorable aujourd'hui. Le professeur Henriette Diabaté, reconnaissante envers ce peuple, est allée lui restituer les travaux de ses recherches. Sidonie Davila pour plus de détails. Après avoir parcouru villes, villages, campements et hameaux en quête d'informations sur le peuple à Caen pendant 13 années, le professeur Henriette Diabaté a pu reconstituer l'histoire du peuple Samvi situé dans la région du Sud Comoé. Le Samvi, un royaume à Caen, 1701-1909, est l'intitulé de son ouvrage présenté sous 2 volumes. Le premier est consacré à l'analyse des données de la tradition orale, suivi d'une étude de l'identité, et le second traite de l'organisation du royaume Samvi, de l'étude de ses particularités et de ses relations extérieures. Je suis venu vous restituer les trésors que vous m'avez confiés et que j'avais le devoir d'organiser, de construire, de faire connaître et fructifier. Lorsque je choisissais le Samvi comme sujet de thèse, il s'agissait d'innover dans le domaine de la méthode, en traitant les sources orales, par excellence sources de l'histoire africaine, pour qu'elles deviennent sources scientifiques. La cérémonie de restitution de ces travaux de recherche a été un moment de reconnaissance mutuelle entre la communauté du Samvi et l'auteur. Pour les populations, c'est une fierté pour elles de pouvoir s'informer sur leur propre histoire. Elles ont été parmi les premières personnes à se procurer l'œuvre lors de la dédicace. Nous sommes très heureux que Madame la Grande Chancelière soit venue nous rendre ce qu'elle est venue chercher. Et c'est ça même qui fait notre fierté. Il y a beaucoup de chercheurs qui font les recherches et qui ne rendent pas compte à notre peuple. Et aujourd'hui, c'est restitué et ça nous va droit au cœur. Après avoir pris connaissance de votre thèse, après vous avoir entendu la soutenir et en avoir délibéré, je vous déclare digne du grade de docteur ès lettres avec la mention très honorable. 500 fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont été distingués dans l'ordre du mérite de la fonction publique. C'était vendredi au cours des journées portes ouvertes organisées par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Reportage Léon Brou. Ils sont au total 500 fonctionnaires et agents de l'État décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. 100 commandeurs, 150 officiers et 250 chevaliers, tous désignés par décret du président de la République après la notation de 2012 sur la base du dévouement et de l'ancienneté. Quand vous avez travaillé autant d'années et que vos supérieurs, le président de la République en tête, reconnaît vos mérites, vous ne pouvez être que joyeux et heureux. J'ai dédié cette médaille à tous mes collaborateurs et je dis merci à monsieur le ministre de la fonction publique. Nous avons eu nos salaires qui ont été améliorés. Ensuite, c'est une distinction honorifique. Nous tenons absolument à lui dire merci. Des mémoires de fonctionnaires au niveau du ministère des Finances, c'est pour la première fois que nous sommes reconnus par la fonction publique. Ça nous permet de comprendre que ce que nous faisons est su et apprécié. Cette distinction, la première dans l'histoire de la fonction publique selon la tutelle, est initiée pour encourager ceux des fonctionnaires qui contribuent par leur abnégation au travail à placer l'administration publique ivoirienne au cœur de l'émergence. Tout fonctionnaire ou agent
de l'État, exemplaire à la tâche, devrait s'attendre à voir son mérite reconnu. Cette cérémonie de décoration présidée par Koné Mamadou, président de la Cour suprême, constitue le clou des journées portes ouvertes du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative qui ont duré du 16 au 18 octobre. L'inspecteur général de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et également le coordonnateur national du service d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires et publics, COGES, était l'invité du Dimanche Magazine présenté par Alvorassa. L'extrait que nous vous proposons porte sur la nouvelle vision des COGES. On peut faire des dons au COGES. C'est pourquoi le cadre de concertation me paraît idoine pour que des gens qui ont plus de moyens puissent apporter leur apport, leur soutien, au lieu de systématiquement avoir recours aux cotisations. L'État subventionne aujourd'hui 3000 bureaux COGES. Il n'y a pas que 3000 bureaux. Et il y a 8640 bureaux COGES sur tout le territoire. Et je crois que... Seulement 3000 sont subventionnés. Seulement 3000 sont subventionnés. Pourquoi? Mais parce que c'était la phase expérimentale. En 2002, 3000 bureaux COGES ont été identifiés sur la base de critères de pauvreté, de la scolarisation de la jeune fille, de la taille des écoles. C'était les critères qui étaient en vigueur. Et on a pu dénombrer 3000 bureaux COGES. Et ces 3000 bureaux COGES bénéficient de l'État une subvention. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment tous les bureaux COGES peuvent légiférer sur ce fonds. En état actuel des choses, c'est par tacite reconduction que ces bureaux-là sont subventionnés. Mais il y a aussi, au niveau du secondaire, la quote-part de l'inscription en ligne qui revient au bureau COGES, c'est 1650 par élève que les COGES utilisent pour faire face aux besoins donc, de l'établissement. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, en collaboration avec l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a organisé jeudi dernier sa 3e conférence débat autour du thème religion, tradition et peine de mort en Afrique. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de conférence dénommé les Jeudis libéraux. Les temps forts avec Koné Pargassoro. La peine de mort est considérée comme une violation du droit à la vie, mais aussi comme un acte cruel, inhumain et dégradant. Sur les 54 pays membres de l'Union africaine, 36 continuent de maintenir la peine capitale dans leur appareil juridique et 18 États appliquent encore la peine de mort. Des actes qui inquiètent la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Pour la Fondation, la société doit être bâtie sur des valeurs telles que le respect de la personne humaine, de la vie et de son intégrité. D'où une conférence autour du thème « Religion, tradition et peine de mort en Afrique ». Pour respecter ces notions de droits de l'homme, il faut vraiment tenir compte du droit à la vie qui est un droit inaliénable, un droit inhérent à la personne humaine. Donc on ne peut pas décider de prendre la vie de quelqu'un, quel que soit le crime ou le délit que cette personne a pu commettre. Pour Sophie Konaté, chargée de programme à la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, il s'agit de sensibiliser les acteurs étatiques et institutionnels, la société civile, les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité d'abolir la peine de mort, une négation selon elle du droit à la vie. Quand on prend les différents textes religieux, on se rend compte que la notion de respect, la notion de droit à la vie est très importante. Donc je pense que les traditions et la religion peuvent être un moteur dans le sens de l'abolition de la peine de mort. Pour le président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui accompagne la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, la peine de mort doit être abolie en Afrique et partout dans le monde. C'est pourquoi pense-t-il que l'implication des leaders religieux et traditionnels africains pourrait contribuer efficacement à la lutte contre cet acte criminel. Les femmes rurales de la région du Tchologo ont été honorées. Leur mérite a été reconnu et salué par le ministre de l'Agriculture Mamadou Coulibaly Sangafoa qui présidait la Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale. Le point avec Kader Sogodogo. La région du Tchologo célèbre une double cérémonie, la Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale, AIAF 2014. Thème, une agriculture familiale durable et performante pour une autonomisation de la femme rurale.
Une double fête au cœur des journées de l'administration agricole délocalisée JAAD 2014. Présent à Fekese-Dougou, le ministre de l'Agriculture Mamadou Koulibaly Sangafowa a salué le rôle déterminant de la femme rurale en faveur de l'agriculture familiale. Dans le cadre des journées de l'administration agricole délocalisée, à l'étape de Fekese-Dougou, nous voulons magnifier la femme rurale. Entre l'agriculture et la femme, c'est ton pied, mon pied. Parce que 80% des productions de notre pays sont faites par les braves femmes. Toutes les organisations professionnelles agricoles du Tchologo ont reçu des dons composés d'intrants, de matériel agricole et de kits scolaires, dont évalués à plus de 100 millions de francs CFA. À cette même occasion, le ministre de l'Agriculture, avec le soutien de l'Union européenne, a offert 6 tracteurs d'un montant de 250 millions de francs CFA aux planteurs de canne villageoises de Fekese-Dougou. Les bénéficiaires saluent les efforts du gouvernement en faveur du monde rural. Pour les femmes du monde rural, le Conseil Café Cacao entend apporter son aide. Le Conseil du Café Cacao est en train de travailler à un fonds pour financer les activités des femmes, pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. La Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale, AIAF 2014, dans le Tchologo, était placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafouré Guillaume, représenté par son vice-président, le ministre Aka Aoulé. Le directeur du Centre national de l'action culturelle, Alain Taï, a reçu le prix Mécène d'or 2014, qui distingue chaque année les acteurs et promoteurs du secteur des arts et de la culture. Il a été choisi pour la nouvelle dynamique insufflée au Sénac. Plus de détails avec Serge Coléa. Ingénieur culturel, homme de terrain passionné de culture, ancien manager du groupe Les Ouya, ou encore producteur du groupe du rap Les Diaz, Alain Taï a été directeur général du Burida de 2003 à 2006 et directeur de cabinet adjoint au ministère de la Culture et de la Francophonie en 2011. Il fait partie des animateurs du secteur des arts en Côte d'Ivoire depuis les années 90. Directeur du Sénac, le Centre national des arts et de la culture, depuis février 2012, il met aujourd'hui au service de cette institution ses qualités de metteur en scène, poète, écrivain et d'administrateur culturel. À travers la restructuration du Ballet national et du Théâtre national avec de nouvelles créations, l'homme a su insuffler une dynamique nouvelle au Sénac. Pour toutes ces actions de promotion et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, Alain Taï a été fait mécène d'or 2014 du secteur des arts et de la culture par la structure Arcom. Son prix, composé d'un trophée et d'un diplôme, lui a été remis. Le récipiendaire s'est dit ému de voir son parcours ainsi retracé à l'occasion de cette cérémonie. Pour Jean-Michel Blesson, journaliste culturel, commissaire général des mécènes d'or. Mécène d'or a fait depuis 2006 la promotion des acteurs locaux et sous-régionaux qui excellent dans leur domaine respectif. Il a pour objectif de susciter le mécénat auprès des pouvoirs publics. En religion, l'organisation dénommée le Corps de Christ en mouvement a procédé hier, samedi, à la consécration et à l'ordination d'une quarantaine d'hommes de Dieu. Cette cérémonie marquait l'épilogue d'une semaine de réflexion et d'action spirituelle. Mamadou Traoré connaît Pargassoro. Un baptême en guise d'élévation dans l'œuvre de Dieu. Ces hommes et femmes montent désormais des grades de la mission divine. Pasteurs, ils sont désormais élevés au rang de prophètes, d'apôtres et d'évêques. À peine élevés, que ces serviteurs de Dieu prennent la mesure de la tâche qui les attend. Ma mission, c'est de gagner des âmes pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prends l'engagement de les enseigner, de les exhorter, de les édifier et de les consoler et de leur montrer le vrai chemin vers Christ et vers le royaume des cieux. Cette promotion est baptisée Le Vent qui souffle par le révérend prophète Germain Ouedraogo. Le fondateur de l'organisation religieuse, le Corps de Christ en mouvement, exhorte les nouveaux élus à embrasser les valeurs du Christ. Je voulais dire tout simplement à tous ceux qui servent Dieu de se consacrer exclusivement à l'œuvre de Dieu, de s'intéresser à leur vocation, de se concentrer
à ce que Dieu les a appelés à faire. Parce que c'est une tâche noble et il n'est pas question qu'on parte dans tous les sens, mais qu'on soit outillé à la matière afin que chacun puisse vraiment faire la volonté de Dieu. Née en 2000, l'organisation religieuse Le Corps du Christ en mouvement se donne pour mission de motiver et d'encadrer les guides chrétiens de toute dénomination. Et on reparle de l'épidémie à virus Ebola qui préoccupe le monde. Des mesures sanitaires sont prises dans les aéroports de nombreux pays. Le nombre de personnes emportées par la fièvre hémorragique est estimé à plus de 4500. Des experts américains et l'UNICEF mettent l'accent sur la formation en République démocratique du Congo. Regardez. À Boende, l'épidémie d'Ebola semble se résorber. C'est ici, dans la province de l'Équateur, que la maladie est réapparue il y a 2 mois, faisant une 40aine de morts. Des flambées d'Ebola, la RDC en a connu 7 depuis que le virus y a été identifié. C'était en 1976. Alors, par la force des choses, le pays a acquis un précieux savoir-faire. Savoir-faire que ses professionnels de santé et ses formateurs veulent rendre accessible au plus grand nombre. Maintenant, cette capacité réside dans des personnes, des individus, dans certains bureaux du ministère de la Santé, mais n'est pas systématisée. Donc aujourd'hui, ces formateurs sont en train de travailler pour systématiser toutes les connaissances et les traduire dans des modules de formation. Comment convaincre la population de respecter les mesures de prévention? Comment combattre les idées reçues et les rumeurs? Un millier de volontaires congolais va partir transmettre son expérience au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone, 3 pays où le virus était inconnu jusqu'alors. Si nous sommes arrivés à maîtriser, même à contrôler le plus vite possible nos épidémies, parce que nous utilisons la population. C'est la population presque elle-même qui s'approprie la gestion. Les premiers volontaires doivent s'envoler pour l'Afrique de l'Ouest à la mi-novembre. Voilà, cette lueur d'espoir à l'aide soignante espagnole qui avait été la première personne contaminée par Ebola hors d'Afrique n'a plus la charge virale, selon les résultats d'un test pratiqué ce dimanche, selon le gouvernement espagnol. C'est la fin de ce journal. Demain à 20h, vous retrouverez David Guédan-Mobio. Mais avant, rendez-vous à 23h pour la prochaine session d'information. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.